Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier un art tridimensionnel qui est la sculpture. Cette dernière consiste à concevoir et réaliser des formes en volume, en relief, soit en rond de bosse, en haut relief, en bas relief, par modelage, par taille directe, par soudure ou assemblage. Selon les matériaux utilisés, les œuvres se conservent plus ou moins dans le temps. Les plus anciennes sculptures réalisées par l'homme et ayant traversé le temps sont des petites figurines rudimentaires taillées en pierre et en os. Certaines sculptures de taille plus imposante furent retrouvées telles les bisons d'argile crus de la grotte du Tuc d'Andoubert, en Ariège, ou les monolithes sculptés de Göbekli Tepe en Turquie. Selon les époques et les civilisations, les artistes ont exécuté des figurines de manière réaliste, ou bien au contraire, ont pris une grande liberté pour interpréter leur sujet. En Occident, la sculpture et la peinture furent tardivement dissociées. Au Moyen-Âge, ces deux catégories d'artistes appartenaient à la même corporation des peintres et tailleurs d'images. En effet, avant l'invention des représentations en perspective moderne, le relief d'une image était rendu par un traitement en bas-relief du plan du tableau. En France, suite à la création des académies de peinture et de sculpture en 1648, les deux métiers se séparent, même si, à la Renaissance, les artistes pratiquent autant la peinture que la sculpture. Au XIXe siècle, on distingue encore le sculpteur, celui qui taille des matériaux solides, du statuaire, celui qui façonne des modèles en matière souple. Afin de façonner une œuvre en volume, il existe 4 techniques: la taille, le modelage, l'assemblage et la stéréolithographie. Vous avez tous déjà pratiqué le modelage chez vous ou à l'école avec de la pâte à modeler, pâte à sel ou pâte Fimo. Il s'agit de la technique la plus primitive et la plus directe de mise en forme d'un modèle plastique en procédant par accumulation de terre ou d'argile. Le modelage en terre n'a cessé d'être pratiqué au fil des siècles. Cette technique peut aboutir à des œuvres moulées et fondues, par exemple en bronze. Ces modelages en terre ont rarement un caractère définitif à cause de leur fragilité. À partir de la Renaissance, les sculpteurs exécutent tous leurs modèles en terre qui sont ensuite reproduits par des mouleurs, des fondeurs ou des praticiens, c'est-à-dire des agrandisseurs. La souplesse du matériau permet de transformer ou d'ôter des parties avec une liberté totale. La limitation principale du matériau réside dans sa résistance, souvent assez faible. Le séchage lent de la sculpture est l'étape suivante pour l'argile et le plâtre. Le refroidissement pour la cire et la cuisson pour l'argile sèche. En quête de nouveautés au XIXe et XXe siècle, les artistes se tournent vers le métal et le plastique qu'ils façonnent en ajoutant ou retirant de la matière. La taille, dont le principe est de soustraire, à l'aide d'un outil percuté par un galet ou une massette, des éclats dans une matière dure pour dégager de sa gangue une forme. Il existe 2 techniques fondamentales de taille pour sculpter la pierre ou le bois. La taille directe, sans croquis préalable ni modèle et qui tient compte de la forme originelle du bloc pour faire émerger une forme imaginée par le sculpteur, et la taille avec mise au point qui recopie finalement un modèle à partir de mesures exactes. Michel-Ange aimait à extraire du marbre à force d'efforts physiques une forme quintessentielle. L'assemblage ou appareillage consiste dans une sculpture à en ensembler les éléments. Cela peut se faire par ténon et mortaise, ou cheville, boulon, rivet, soudage, dans le même matériau ou dans des matériaux différents. Il peut s'agir d'objets divers, naturels ou fabriqués, neufs ou vieux, objets du quotidien. Ces objets peuvent être assemblés avec des parties obtenues par la taille ou d'autres moyens, comme c'est le cas dans certaines sculptures d'Afrique centrale. Toutes ces parties mises ensemble parviennent à former une sculpture unique. La stéréolithographie ou prototypage rapide permet de créer un volume d'après des données informatiques créées ex nihilo ou scannées d'après un modèle réel en 3 dimensions. Une 5e technique est née ces dernières années, la sculpture numérique. Elle permet de sculpter un volume virtuel sans passer par la phase croquis. Des logiciels permettent de modeler un objet virtuel en l'étirant, le creusant, l'aplatissant, le lissant ou en le coloriant.
Une imprimante 3D peut éventuellement transformer cette sculpture virtuelle en objet réel. Les matériaux utilisés en sculpture nécessitent un savoir-faire plus ou moins simple à acquérir. Les matériaux tendres, qui peuvent être usés, peuvent être d'origine animale comme l'os et l'ivoire, ou végétale comme le bois, avec des essences plus ou moins dures ou au contraire flexibles comme les fibres, plumes, fleurs et feuilles. Le bois est le grand matériau de la sculpture médiévale. C'est aussi celui des sociétés dites premières. Mais il se conserve mal, subissant l'attaque des insectes. Aussi, les œuvres en bois que l'on connaît de ces civilisations sont-elles relativement récentes. Avec les enfants, les adultes emploient plus aisément le sable, la pâte à sel, la pâte à modeler et la pâte fibo. Certaines de ces sculptures seront éphémères, telles les châteaux de sable ou la citrouille d'Halloween. Le tressage de matières végétales fibreuses permet des réalisations où le degré de technicité peut devenir beaucoup plus élevé. Simplement avec de la paille, des jeunes filles Shanghai fabriquent des colliers fragiles de minuscules sculptures bijoux. L'américaine Louise Bourgeois emploie la vannerie ou des tissus dans ses œuvres comme Single 3, une œuvre qui montre un homme et une femme avec 2 sexes, 2 têtes, mais un seul buste, féminin, et partageant leurs membres ou fragments de membres. Enfin, certaines sculptures sont faites pour durer. La terre cuite sert en poterie utilitaire ou en décoration. La nature des ingrédients dont on compose la terre avant cuisson, le travail de préparation, le revêtement, sous-entend la glaçure et l'émail, et surtout la température de cuisson elle-même, ont fait l'objet d'une recherche très méthodique en Chine pour aboutir à des grès, puis à la porcelaine d'une résistance remarquable. Les pierres les plus dures, les plus vitreuses, comme le jade, étant les plus difficiles à travailler, leur travail révèle de la prouesse de personnes possédant un savoir hautement spécialisé et pouvant y consacrer leur vie. Ces matériaux sont donc, pour une part, d'origine minérale, pierre calcaire, grès, marbre, granit, quartzite. Les arts du métal se sont développés très tôt avec l'or, puis le cuivre, travaillé par martelage et fonderie. Le bronze, comme l'étain, a bénéficié de différentes méthodes de moulage à la cire perdue ou avec des moules nombreux. Ils font l'objet d'un travail secondaire de retouche, d'assemblage et de polissage. La cire, éventuellement coloriée, est en usage en particulier au XVIIIe siècle pour réaliser des figures anatomiques. D'autres matériaux aussi font l'objet de moulage, tels le ciment et le béton. Mais ces matériaux peuvent également être travaillés en taille directe dans la période de prise. L'acier est beaucoup plus utilisé que l'aluminium en raison des problèmes techniques propres à la soudure de l'aluminium. Le sculpteur Richard Serra a largement utilisé la qualité des métaux qu'il utilise, comme de gigantesques plaques d'acier Corten ou des configurations mettant en œuvre les propriétés du plomb. La sculpture moderne et contemporaine utilise encore ces matériaux, mais également le verre et les miroirs. Des matériaux bruts, la glace et l'eau, les cristaux liquides et d'autres matériaux fabriqués par l'homme, tels que les matières plastiques. Le papier mâché est également un matériau extrêmement économique, et les techniques de réalisation de sculptures avec ce matériau sont simples à mettre en œuvre. Les sculptures sont quelquefois composites, c'est-à-dire formées de matériaux divers que l'artiste a associés. Lorsqu'elles résultent d'objets ou de fragments d'objets combinés, on parle d'assemblage. Une distinction fondamentale oppose la ronde bosse et le relief, puis le haut et le bas-relief. Le relief est une sculpture qui demeure attachée à un arrière-plan, se dressant hors de cet arrière-plan. Selon qu'il se détache plus ou moins de cet arrière-plan, on parle de bas-relief ou de haut-relief. Dans un bas-relief, l'avancée d'une figure hors du plan est inférieure à la moitié de son volume, sans contre-dépouille. Dans le moyen ou demi-relief, l'avancée de la figure hors du plan est égale ou légèrement supérieure à la moitié de son volume. Quant au haut relief, ces formes sont quasiment complètes, en ce qui concerne leur volume, mais elles restent attachées au fond. Certaines parties, les membres ou la tête, sont complètement détachées et en contre-dépouille. Il arrive enfin que tout ou partie de l'œuvre soit réalisée en creux, autrement dit gravée dans le plan, il s'agit d'une intaille. Celle-ci a été utilisée par les Égyptiens, d'où le nom de relief égyptien.
Au XVe siècle, à Florence, les sculpteurs excellent dans l'art de varier la profondeur, y compris l'intérieur d'une même œuvre, afin d'y rendre l'idée d'espace. Dans la porte du Paradis au baptistère Saint-Jean à Florence, Lorenzo Ghiberti a traité les motifs du premier plan en haut ou même très haut relief, alors que les motifs censés être dans les lointains n'émergent que partiellement du fond, soit sont en bas-relief. Son contemporain, Donatello, a une manière si légère d'esquisser les reliefs qu'on donne à cette technique un nom particulier, relief écrasé, voire méplat. Michel-Ange, au début du XVIe siècle, tient le plus grand parti de ses expériences, mais sa préoccupation essentielle n'est pas le rendu des plans spatiaux. Dans cette Centauromachie, combat des centaures et des lapites, œuvre de jeunesse, il a laissé visible le fond sur lequel se détachent les figures. Le marbre n'est plus lissé autour d'elle, la trace du ciseau dentelé, la gradine, devient un élément plastique. Les corps semblent s'arracher à la pierre, le spectateur a le sentiment qu'ils naissent sous ses yeux. Par ailleurs, les parties du corps sont traitées diversement. Amoureux des anatomies, Michel-Ange a défini avec soin les musculatures, mais il a laissé à l'état d'ébauche les chevelures. Il traduit ainsi à la fois sa passion pour le corps humain et pour les capacités expressives du matériau. La ronde bosse est une œuvre sculptée de tous les côtés. Le regard peut tourner autour d'elle, à moins qu'elle ne soit bien sûr placée dans une niche. Lorsque la ronde bosse représente un corps, il s'agit à proprement parler d'une statue. Sinon, on emploie le terme générique de sculpture. Les statues monumentales ont longtemps été dressées sur des socles pour leur donner plus de majesté. Le renoncement au socle est un choix de modernité. La dimension des œuvres et leur aspect sont liés aux limites du matériau. Fondre une sculpture de grande taille est une prouesse qui passionne les sculpteurs italiens, d'Andrea Pisano vers 1330 à Léonard de Vinci vers 1500. Dresser un cheval de bronze dans le dynamisme de la ruade, sur 2 jambes et non 4, est un défi que les sculpteurs s'efforcent de relever. Mais le format des œuvres dépend aussi de leur fonction. S'oppose ainsi la sculpture mobilière, d'une part, de petite taille, depuis les Vénus de la préhistoire, hautes de quelques centimètres, jusqu'au-dessus de cheminées, les bibelots issus des demeures bourgeoises, au XIXe siècle, et la sculpture monumentale d'autre part, statuaire publique non déplaçable, destinée aux places urbaines et consistant en décors de fontaines, représentations d'hommes illustres, etc. La réalisation et l'installation de ces œuvres aux dimensions quelquefois considérables suppose un état technique et organisationnel qui ne se rencontre que dans des sociétés structurées et techniquement développées. Au XXe siècle, la sculpture a considérablement élargi ses limites. À partir des années 1960, les artistes ont commencé à jouer sur les objets et les matériaux dans ce qu'on a baptisé d'abord et de nouveau assemblage, puis installation et finalement environnement. L'œuvre demeure une sculpture en ce qu'elle fait appel aux 3 dimensions, mais elle peut englober dans son dispositif les arts à 2 dimensions, recouvrant volontiers à des projections, soit de films ou de vidéos, soit, et selon les époques et donc la technologie, de diapositives ou d'images numériques. Il arrive aussi très souvent que les installateurs se servent du son, sous forme d'enregistrement. Enfin, les installations incluent quelquefois l'espace où elles sont situées. Pour qualifier cette interaction, on parle d'œuvre in situ. Tel est le cas de l'installation appelée Théâtre d'ombre de Christian Boltanski. Des silhouettes en carton et en fil de fer sont suspendues par des câbles. Un ventilateur les fait bouger, des lumières aménagent l'effet que leurs ombres mobiles produisent sur les murs environnants. Alan Capro a théorisé cette interaction qui, en assimilant l'œuvre proprement dite, assemblage, composite, et l'endroit où elle est située, modifie le rapport du spectateur à ce qu'il regarde. La relation n'est plus frontale, comme dans la peinture, ni même circumambulatoire, on ne tourne plus seulement autour de l'œuvre, comme dans le cas d'une statue ou d'une sculpture en ronde bosse, mais elle est
intrusive. Autrement dit, le spectateur est appelé à déambuler au milieu des éléments qui constituent l'installation proprement dite. La relation créée est proche de celle qui existe dans l'architecture. Les artistes du land art ou art paysager ont pour leur part souhaité sortir des galeries d'art et des musées avec les conventions et contraintes que cela supposait, tout en réalisant ou en nous montrant des sculptures qui rompent avec les traditions récentes. Ces œuvres, d'une échelle souvent considérable, modifient également le rapport entre le spectateur et l'œuvre, et prennent en compte le paysage où les œuvres s'inscrivent. Ici, le spectateur est moins souvent appelé à entrer dans le dispositif créé par l'artiste qu'à le regarder en général de loin. La vision qu'il a est donc extérieure, ce qui relie cet art décidément à la tradition de la sculpture et à celle picturale des tableaux de paysage. Enfin, l'art corporel, en anglais body art, né à partir des années 1950 et développé dans les années 1970, est une forme de performance qui emprunte beaucoup aux arts de la scène, tels que le théâtre ou la danse. Il peut être considéré comme relevant d'une forme de sculpture puisqu'il travaille avec ou sur le corps, objet plastique et tridimensionnel. Le ready-made est un objet considéré pour son caractère esthétique comme une œuvre d'art. La réalisation d'un ready-made consiste à choisir un objet manufacturé et le designer comme œuvre d'art. La démarche initiée par Brancusi et Duchamp a donné naissance à une grande partie de pratiques artistiques modernes et contemporaines, telles que le non-figuratif, l'assemblage, l'accumulation, l'installation, le in situ, le concept Underwasser, le concept Gaudí, le concept Botaro, etc. Comme vous venez de l'entendre, les arts tridimensionnels sont variés et bien distincts les uns des autres. La sculpture est l'art tridimensionnel le plus répandu et le plus connu. Retenez bien le vocabulaire technique encore une fois, car je l'emploierai à plusieurs reprises dans les cours ultérieurs. Le prochain cours portera sur les arts décoratifs. En attendant, je vous souhaite une agréable fin de semaine.